Merci d'être là ce soir. Je vais juste vous dire un petit mot pour introduire nos deux intervenants de la soirée, les deux derniers. Donc Enes Dos, qui est artiste, danseur, musicien, et Damien Éveillard, qui est chercheur en informatique au LS2N. Enes Dos et Damien se sont rencontrés à la Nuit Blanche des chercheurs en 2021. Et donc depuis 4 ans, ils échangent, travaillent. Il y a eu quelques résidences à Stérolux, au LS2N, au CHU. Et ils sont arrivés à une sorte de langage commun. Et ce soir, pour la première fois, ils vont partager cette recherche à un public, nous. Donc ils vont nous raconter leur processus de travail qui est, à mon sens, vraiment exemplaire en termes de ce qu'on peut faire pour des projets art sciences et nous donner à entendre les premiers résultats. Merci. Bonsoir à tous. On va vous raconter un voyage et une métamorphose aussi, parce que c'est un peu le thème de la soirée. Donc ça a déjà été mentionné rapidement, mais on s'est rencontrés il y a 4 ans, un peu plus, parce que c'était avant le Covid. Et notamment, vous allez voir que dans Filigrane, on va vous raconter une histoire, d'accord ? Et puis après, on va vous raconter le résultat de cette histoire. Et cette histoire, elle a commencé grâce à une personne qu'on a voulu mentionner ici, qui s'appelle Julie, qui nous a mis en contact. Alors nous, on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais vu. Si vous vous souvenez, il y a 4 ans, c'était le Covid, donc c'était un peu compliqué. On n'a pas pu faire la vraie Nuit Blanche des chercheurs, donc Julie avait trouvé qu'on avait des choses à se dire. Alors pourquoi ? Je te laisse commencer. Présenter. Ah oui, je vais me représenter. Alors, donc, je suis Enes Dos et Coudes. Je suis compositeur de musique électronique, mais aussi performeur, live codeur, et je travaille dans le champ du mouvement et du data. Donc, moi, je pars du principe que je suis plasticien et j'ai toujours eu un attrait pour la connexion entre homme-machine et l'idée que les inputs vivants pouvaient alimenter une sorte de poésie dans ma pratique. Donc ça avait apparemment du sens qu'on se rencontre pour savoir déjà c'était quoi nos points communs. Et puis moi je suis enseignant-chercheur à Nantes et je travaille en biologie et en informatique. Donc c'était un peu pour ça qu'on nous avait connectés, parce que de loin ça avait l'air de matcher. Et puis on avait des points communs dans le sens, pendant cette nuit blanche, on avait abordé des choses, donc si vous voulez regarder un peu les vidéos, c'était bien, mais voilà, on va vous montrer mieux. On simulait plein de choses. Donc moi, j'ai essayé de simuler du plancton, ces petites bestioles qui bougent dans l'océan pour voir comment elles poussent, comment elles sont stressées, et donc comment comprendre les choses s'adaptent. C'était un peu ça. Toi, tu étais sur d'autres bestioles sur des bactéries, des insectes, et je travaillais avec le vidéo tracking pour pouvoir utiliser leurs mouvements comme data, comme input pour la musique. Et puis on a présenté ça. Le truc qui était marrant, c'est que moi, je ne l'avais jamais vu, pour de vrai. On se voyait que par Zoom. Donc pour moi, la blague, c'était que c'était un avatar, il n'existait pas. Donc voilà, voilà. Juste pour la petite histoire, c'est pendant la Nuit Blanche des chercheurs, moi j'étais en prison, en Corée. C'était le confinement là-bas. Donc en fait, j'étais 2 semaines dans une chambre d'hôtel. Et ça m'a fait du bien de parler à des gens. Et donc, pour attaquer, en fait, ce qui est marrant, c'est que là, on est un langage commun, c'est qu'on a beaucoup échangé au début, à savoir comment, plein de trucs de la vie. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, on parle de beaucoup de choses. Et ce qui était bien, c'est que c'était jamais préparé, un peu comme ce soir. Et l'idée, c'est que on a chacun une perception un peu différente de ce que c'est qu'un système vivant. Voilà. Alors, il y a toujours l'opposition art et science. Donc, c'est quoi pour toi, artiste, le vivant ? Comment tu le perçois ? Quelque chose que je contrôle pas en fait. Surtout le vivant en tant que musicien électronique. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas prévisible. Et c'est pour ça que je me suis tout de suite tourné vers la nature. Et d'essayer de comprendre un peu plus le mouvement de la nature pour pouvoir l'injecter dans les instruments que j'utilisais tous les jours, quoi. Séquenceurs, capteurs, synthétiseurs analogiques. Je trouvais qu'il y avait justement un manque de vie dans ces instruments qui était peut-être trop évident en fait en matière de
de storytelling. Et donc j'avais besoin d'injecter quelque chose de beaucoup plus grand que moi, en fait, quelque chose que je peux pas contrôler. Et donc pour moi, c'est ça que j'appelle le vivant, en fait. Et puis pour moi, le vivant, j'avais une vision un peu peut-être étonnante, mais le vivant, déjà moi, je le comprends pas. On essaye de le comprendre, mais en fait, l'enjeu du vivant, c'est peut-être d'essayer de définir peut-être les frontières. C'est peut-être ça qui nous a permis de nous rencontrer assez rapidement, c'est que le vivant, on sait que c'est un espace de vie. C'est pas forcément quelque chose qu'on va suivre à la trace, c'est peut-être quelque chose qui va faire que je sais que je peux pas aller là, je peux pas aller là, je peux pas aller là. Par exemple, je peux pas mourir, c'est une frontière. Je ne peux pas mourir et revivre, c'est encore une autre frontière. Je ne peux pas vivre s'il n'y a pas d'eau, je ne peux pas vivre s'il n'y a pas d'air, je peux pas vivre. Enfin, voilà. On connaît plus les limites qu'on connaît réellement ce que c'est que le vivant. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle, nous, l'espace de vie, un espace de solution en informatique. Et puis c'est là où on a commencé à se connecter, parce que pareil, c'est introduire un peu de l'aléatoire, mais pas trop, parce que c'est plastique, c'est vivant, enfin, voilà, c'est ça qu'on voulait un peu intégrer. Et donc ces perceptions, on a essayé de les mettre en commun, puis on a commencé à se voir, à se revoir, à se revoir, à revoir. Et ça nous a permis d'initier en fait une nouvelle démarche qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. C'est une démarche qui est tant artistique que scientifique. Et moi, je ne sais pas comment, mais ouais. En tout cas, quand on fait de la musique électronique, on utilise quand même des outils qui sont très scientifiques en vrai. C'est que ça a été tellement, je dirais, démocratisé qu'on s'en rend pas vraiment compte. En tout cas, moi, j'ai mis du temps à vraiment comprendre que je travaillais avec des outils qui étaient quand même des outils de mesure. Mais pour revenir sur la musique électronique, par exemple, dans les fondements de la musique électronique, il y avait quand même une espèce de vision, un fantasme qui était très, très scientifique. Je repense à Underground Resistance, ils avaient quand même une idée de la technologie avec la musique techno qui était presque même scientifique et ésotérique. Et je pense que, en tout cas moi, ce qui m'a séduit dans cette démarche-là, c'était d'aller un peu dans les fondements avec quelque chose de moins fantasmé de la musique, des essences de la musique techno. Du coup, on a commencé à comprendre mes outils, quels outils j'utilisais. Et pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec le live coding, j'utilise ce qu'on appelle un séquenceur nodal qui s'appelle Orca et qui fait partie un peu des dernières générations de logiciels de live coding, qui a été un peu une espèce tu me dis si je me trompe, mais ça a été un peu une claque pour toi de voir ce logiciel. Parce qu'en fait, il répond. Donc, on appelle ça, c'est un logiciel qui est un peu comme les langages, un peu what the fuck ou ce genre de choses, quoi. C'est ce genre de logiciel qui ne s'écrivent que par eux-mêmes, en fait. Je peux pas faire du Orca et écrire un site internet, par exemple. C'est pas possible. C'est vraiment, tu fais du Orca, tu fais du Orca. Et ça te fait entrer dans un monde, dans un imaginaire qui était assez intéressant et ce qui finissait par être un espèce d'endroit d'exploration. Et donc on a fait un peu une exploration scientifique à l'intérieur d'un logiciel, quoi. Donc ça a été un peu l'idée. Et puis c'est parti aussi d'une démarche, je reviens sur le plancton, je fais un petit peu de retour en arrière. On avait commencé à jouer avec Orca, on voulait voir comment le Orca pouvait incorporer un peu de vivant. Puis à l'époque, sous la main, on avait ce qu'on appelle un réseau métabolique d'un plancton. Donc c'est une petite bactérie marine qui fait la photosynthèse, qui est capable de pousser quand il y a de la lumière, et qui crève quand il n'y a plus rien à manger. Enfin, c'est ça qu'on essayait de simuler. Et donc on avait, à l'aide d'Antoine, un doctorant qui est maintenant parti, on avait été capable d'intégrer le plancton dans Orca. Puis après, on a déliré, on se disait, mais en fait, ça serait marrant d'intégrer carrément NS-DOS à l'intérieur d'Orca, en fait. On va changer les choses. Donc on s'est dit, on pourrait imaginer, je ne sais pas comment on va faire. Puis en fait, moi, ça m'a fait... j'ai beaucoup réfléchi sous la douche, parce que je réfléchis souvent sous la douche. Comment on va pouvoir faire ça? Puis en fait, ça a fait une nouvelle démarche scientifique. C'est comment est-ce qu'on va faire pour intégrer un nouveau modèle métabolique, un truc on l'utilise beaucoup sur les bactéries pour faire optimiser les yaourts, enfin plein de trucs comme ça. Et puis en fait, on a commencé à se dire peut-être qu'on allait pouvoir proposer un nouveau protocole, un truc qui va faire qu'on va adapter. Et sans mentir, c'était un truc qui vient au départ d'une interaction arrêt-science. Et c'est un protocole qu'après, ça fait 4 ans, donc ça a mis du temps, on a maturé, on a fait les choses un peu. On a proposé un protocole de reconstruction de réseaux métaboliques humanisés, personnalisés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, on voulait représenter la biochimie
d'un individu. C'est ce qu'on faisait sur le plancton. On s'est dit, on pourrait faire la même chose sur un individu humain. Ça se fait sur des trucs qui sont très compliqués, notamment dans le cadre de maladies. Alors, rapidement, je fais un peu de science. C'est quoi un réseau métabolique? Vous avez tous entendu parler des gènes. C'est des choses qui sont inscrites à l'intérieur de nos chromosomes, dans notre génome. Quand on a ces gènes, certains gènes vont encoder pour des ARN messagers. Vous avez tous entendu parler des ARN messagers pendant le Covid, d'accord? Ces ARN messagers, en fait, c'est des transmetteurs d'informations qui vont être capables de créer des protéines. Et certaines de ces protéines sont des enzymes qui vont faire des réactions chimiques. Donc là, on a un ensemble de gènes, c'est tout listé ici. Ces gènes vont encoder pour des enzymes, c'est les petits carrés qui sont là, et finalement, ces enzymes, c'est des catalyseurs de réactions qui vont nous permettre de mettre en place des réactions qui sont ici des petits carrés. Puis si ces réactions, on les met toutes bout à bout, finalement, on est capable de représenter le vivant comme une espèce d'énorme machine chimique où tout va se connecter, tout va s'interconnecter. Et ça permet de représenter un peu les capacités d'adaptation de pas mal de choses, donc on l'étudie. Chez les bactéries, ça marche très bien. Chez l'homme, c'est plus compliqué à faire. Et finalement, on s'est dit, on va adapter un protocole de bactéries sur le plus beau des cobayes qui soit. Il est là. Donc là, il y a quelques photos. Voilà, c'est une photo de vacances quand une S-DOS revenait chez nous faire... je sais pas, c'était pas trop dur, non, ça va? Non, il fallait cracher 12 fois, non. Je savais pas que j'avais autant de salive. Mais juste pour... Je te coupe vite fait, oui, mais... on aurait pu juste séquencer l'ADN, mais en fait, d'un même enfin, il y avait aussi... j'ai beaucoup appris, déjà. Dans notre interaction, j'ai énormément appris, et moi, je suis vraiment têtu sur l'idée de voir le mouvement partout, en fait. Avec ce procédé-là, en fait, on pouvait être sur quelque chose de beaucoup plus dynamique que juste un séquençage d'ADN qui ne bouge pas, en fait. Donc c'était pour ça qu'on est parti dans cette direction, et pas juste de l'ADN qui, en fait, en sonification de data, déjà, c'est un vieux concept. Et je ne suis pas trop dans les trucs un peu old school. Je respecte, mais dans ma recherche, j'aime bien quand on se challenge. Et musicalement, en fait, ça allait être comme si on prenait une photo, en fait. Et nous, on avait vraiment voulu avoir quelque chose presque en mouvement, en fait. C'est ça l'idée. C'est ça, complètement. Donc en gros, ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment pris toute la chaîne. Donc c'est un travail d'équipe. Ce qu'on vous présente, nous on est des ambassadeurs, il y a plein de gens qui nous ont aidés à faire les choses. Et notamment, la première des choses qu'on a faites, c'est qu'on est passé par Genoa, donc il y a Marine et Charlène. Est-ce qu'elles sont là? Elles sont là, ouais, mais elles se cachent, elles ne veulent pas le montrer. Et qui nous ont permis, en fait, une fois qu'on crache dans un tube, on passe ça dans une énorme machine qui s'appelle un séquenceur, et puis on récupère plein de ATCG, voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un séquençage d'ADN. De ce séquençage d'ADN, après, on a dû passer chez d'autres copains qui font que, on est capable, notamment grâce à des personnes qui font de la bioinformatique, donc notamment Audrey et Louis, qui sont sur la plateforme aussi de Nantes, de prendre ces grandes séquences, passer ça dans des grosses machines, donc c'est des gros centres de calcul quand même. Ça semble facile, mais quand ça semble facile, c'est que derrière il y a du boulot, c'est comme d'hab. Qui permettent de processer toutes ces séquences d'ADN et de savoir qu'est-ce qui est un gène, et qu'est-ce qui est une protéine, qu'est-ce qui va être utile pour faire le réseau métabolique. Donc il faut tracer tout ça, il faut analyser tout ça. Puis à la fin, on a des énormes fichiers aussi, d'accord. Donc je vous montre juste la forme des fichiers, mais c'est pas beau. C'est juste que dedans, il y a plein d'infos qui ont été processées, qui nous permettent de passer de quelque chose qui était au départ des séquences de lettres à quelque chose qui devient des réactions. Voilà. Après, si on fait un dessin de tout ce machin, ça ressemble à un joli un herbier, je sais pas comment, enfin, on peut l'appeler comme on veut, qui correspond à considérer quelque chose d'un peu complexe. On est quand même à 3700 métabolites. Métabolites, c'est toutes les petites molécules qui vont se faire transformer. Et puis 5592 réactions. Donc ça, c'est toutes les réactions chimiques qui marchent ensemble et qui font que le système il va s'adapter, il va être capable d'encaisser des choses. Ce réseau métabolique, c'est le début de ce qu'on avait appelé un jumeau numérique. Alors, on a utilisé le mot jumeau numérique parce que c'est un truc qui revient à la mode, mais Avatar, c'était plus sympa. Enfin, bon. Donc, ce jumeau numérique, on rajoute une dernière couche, et après, promis, vous allez comprendre ce qu'on a fait. Ce jumeau numérique,
On reprend ce réseau, d'accord, qu'on avait encodé. Donc un réseau, c'est quoi? C'est une carte. C'est comme une carte routière, d'accord. Donc c'est comme si on avait créé la carte routière de la ville de Nantes, mais sauf que la carte routière ne nous permet pas d'interpréter la plasticité des choses. Donc en fait, pour être capable de passer à l'échelle d'un modèle métabolique, on va être obligé de déterminer les flux qui vont passer sur cette carte. Donc c'est la différence entre un réseau et un modèle pour nous. C'est qu'un modèle, on va essayer de déterminer les flux des voitures qui passeraient à l'intérieur d'une carte d'une ville comme Nantes. En fait, là, c'est la même chose. On va essayer de calculer les flux qui vont passer à travers les réactions qu'on a été capable d'identifier. Donc on a une énorme et belle cartographie. Puis après, dessus, on va essayer d'estimer quelle est la force de la matière qui va passer, comment la matière va s'adapter. Après, on a appliqué toutes les forces connues de la physique pour que le système s'équilibre. Et en gros, mathématiquement, ça nous permet d'avoir une forme mathématique un peu abstraite, que j'ai représentée schématiquement ici, où finalement il y a plusieurs choses qui vont intervenir. On a la croissance de l'individu, donc la biomasse, ce qu'on appelle en biologie, c'est la capacité à pousser. Et donc on avait un modèle qui était capable d'estimer le potentiel de pousse de NSDOS en fonction de plein de paramètres. Donc des paramètres classiques, de l'oxygène que j'ai listé ici, puis on peut mettre aussi beaucoup d'amour, c'est un des axes, mais on peut mettre ce qu'on veut. Il y a plein de choses qui sont intéressantes pour faire pousser ce modèle. Et finalement, ce modèle, pourquoi il est cool d'un point de vue informatique? Parce que c'est un système qui va être adaptatif à plein de choses. Donc on a un système théorique, puis si jamais j'ai à manger, on voit comment le système va s'adapter. Si jamais il y a beaucoup trop à manger, on voit comment le système va s'adapter. Donc c'est des choses qui vont permettre d'analyser. Donc c'est quelque chose qui devient assez pertinent. Et c'est un système qui est prêt à simuler dans plein de conditions différentes. Et donc c'est ça qu'on a commencé à utiliser. Qu'est-ce qui se passe si on simule ce système? Qu'est-ce qui se passe quand je stresse le système? Qu'est-ce qui se passe quand je ne stresse pas le système? On est capable de voir quelles sont les choses qui sont stables. Donc il y a des choses qui sont toujours stables. Vous avez tous connu ça. On a beaucoup mangé. On a maintenu quelque chose de stable. Par contre, pour que ça soit stable, en dessous, ça grouille. D'accord, il faut en compenser, il faut adapter. Donc il y a des choses qui sont stables, puis il y a des choses qui vont être là pour être très plastiques et qui vont absorber les perturbations. Donc on a quelque chose qui devient plastique. Pour un plasticien, moi je trouvais ça cool. Et puis une fois qu'on a ça, on avait un objet. Et puis là, on a fini. Enfin, on a fini. On a intégré tout ça dans l'outil Orca. Donc en fait, Orca, vous allez voir, c'est génial. C'est une démo, on a des trucs qui bougent dans tous les sens. Ça permet de faire du son, ça permet de faire de l'image, ça permet de faire beaucoup de trucs. Mais c'est super électronique, c'est super, ça pourrait être super répétitif en fait. Et on s'est dit que finalement, ce modèle que j'ai essayé de vous expliquer un peu avec les 3 bouts de ficelle qu'on avait, cet avatar métabolique, on a été capable de le mettre sur un Raspberry Pi. C'est un tout petit ordinateur qui permet ensuite après d'avoir un échange. Et ce qu'on a fait, notamment grâce à Gilles qui est dans la salle, on a été capable de connecter cet avatar métabolique avec ce que fait Orca. Et comment est-ce qu'on a fait? On a simplement imaginé qu'on avait 2 serveurs qui se parlaient d'un point de vue informatique. On a Orca qui a un serveur. J'ai le droit de le dire? Ouais, ok. Orca qui a un serveur. On a un avatar métabolique qui est de l'autre côté. Puis finalement, un serveur va balancer des infos. On a simplement transformé les infos envoyées par le serveur comme si c'était de la nutrition pour le modèle, qui absorbe, qui digère, qui fait son truc et qui va renvoyer quelque chose vers Orca, qui va l'interpréter non pas comme de la nutrition, mais comme une information qu'il va pouvoir processer et on va pouvoir jouer avec. Donc, c'est le mot jouer avec, j'ai bien aimé. Parce que tout part de là, hein, surtout quand on utilise un outil tous les jours. À un moment donné, il y a un peu cette idée de gamification, c'est-à-dire que beaucoup de logiciels de live coding sont assez challengeants dans l'apprentissage. En fait, à chaque fois, c'est super gratifiant de dire « Ah, ok, j'ai réussi à faire ça. Ah, là, maintenant, je peux faire ça. Je peux connecter ce truc avec ce truc. » Donc, pour moi, c'était un peu ça y est, mon logiciel de prédilection devient un peu vivant. Parce qu'Orca, on parlait de serveur à serveur, mais Orca, c'est un peu une sorte d'automate cellulaire, un peu dans l'idée. Dans sa conception, Dave Liu, qui a été le créateur d'Orca, Andrew Rabbit, il voulait faire un peu un espèce de jeu de la vie slash, tu vois, Conway, un peu slash Commodore, un peu dans le style, dans l'imaginaire. Donc du coup, pour moi, c'était là, j'ai un joujou avec lequel je peux explorer énormément de choses, mais surtout, je peux enfin écouter le comportement de mes algorithmes, parce que c'est aussi ça l'idée, c'est-à-dire que là, on parle d'algorithmes, d'algorithmes musique, ce genre de choses, mais ce qui est intéressant, c'est que je peux écouter en fait, le comportement de mon métabolisme qui est en train de se faire challenger par Orca.
On n'a pas encore la boucle complète, mais c'est un peu l'idée. On en reparlera plus tard. Mais est-ce que c'est le moment de montrer 2-3 trucs? Ouais, carrément. Ouais. Alors là, j'étais en vacances au Mexique. C'était avec... Ah non, pardon. L'idée, ça paraît comme ça un peu agressif, mais en fait, vous allez voir, c'est pas tant que ça. Je vais essayer de vous expliquer un peu la logique d'Orca, mais très rapidement. L'idée n'est pas de faire un workshop d'Orca, mais juste d'expliquer un peu l'idée, comment je peux lire le logiciel. Ici, on a un petit dé avec une étoile. C'est assez grand ou pas? Vous voyez bien ou, ouais. Un petit dé avec une étoile. Orca est directement lié à mon synthé qui est ici. Ok. Donc Orca reconnaît mon synthé comme clavier MIDI. Vous êtes familier avec le protocole MIDI ou pas trop? Ouais. Ok, donc le MIDI c'est un protocole, un signal en fait, qui prend un peu de... Si j'avais des touches de piano ici, donc il reconnaît toutes les touches de mon synthé, d'accord? Il y a plusieurs canaux selon les instruments de musique, et en fait il comprend de 0 à 127 notes. Okay. Donc ça, en fait, Orca comprend que quand je branche mon device, il va pouvoir balancer de l'info sur mon synthé qui va lui générer du son. C'est un peu l'idée. Donc il y a le MIDI, c'est un peu le protocole du musicien. Comme, je pourrais dire quoi? C'est quoi votre protocole? Tu m'as parlé de quoi? De solver à un moment? Vous utilisez, c'est quoi? C'est pas un protocole, c'est juste un outil, ça par contre. C'est quoi? C'est CSV? CSV, c'est votre. C'est un format d'échange. Là, c'est un format. Le MIDI, c'est aussi un format. Donc on est un peu dans ça. Voilà. On va trouver le. Donc en gros, là, ce qui se passe sur cette ligne-là, en fait, là, il dit, ok, là, je suis sur mon canal MIDI 5 sur la note 2 avec la tonalité Z. Okay, ça, c'est l'idée de lecture. Et le D, c'est une clock, ce qu'on appelle un banger, donc c'est lui qui va donner la rythmique. Donc lui va donner des petits coups de fouet, et mon canal MIDI va faire aïe, 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 selon différents types de talents de chanteurs. Donc ici, ce que je vais avoir, c'est un petit séquenceur, donc le T, parce qu'il faut savoir que Orca, en fait, toutes les lettres sont un module. Okay, donc en fait, c'est des blocs. Et en fait, on peut relier chaque bloc avec n'importe quoi. Au début, quand on ne connaît pas vraiment. Et après, on s'affûte un peu, mais au début, on teste. Là, moi, je sais que le T, c'est mon séquenceur. Et en fait, ici, vous avez P, I, Z, I. Et en fait, vous allez voir que ça répond à ces lettres qui sont ici. Okay, donc ce que j'ai fait, c'est juste j'ai transporté toutes mes valeurs qui sont ici, qui sont ces valeurs qui sont en fait les valeurs que l'IA, donc mon métabolisme, envoie à Orca, et en fait, je la signe sur mes petites notes, et en fait, c'est ça qui va pouvoir générer du son. Okay, jusqu'à là, c'est un peu clair ou pas? Pour l'instant, c'est pas trop clair parce qu'on n'entend rien. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va tac, 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 on va tester. Donc là, je vais runner le métabolisme et on va voir ce que Orca produit comme musique. Est-ce qu'on peut monter un peu plus le son, s'il vous plaît? Parce que je suis très faible. Ah ouais, bon. Ouais, merci. Donc, là, on entend des toutes petites variations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste, pour être... Je vais relancer le programme et on va écouter ce qui se passe avec juste... Ce qu'on pourrait comparer avec un sinusoïde, c'est-à-dire pas traité, juste brut, à quoi ressemble en fait le métabolisme avec Orca. Donc le modèle charge. On pourrait aussi expliquer que, en fait, on a pu avoir aussi la possibilité, on a fait ça aujourd'hui, on va pas vous mentir, il y a beaucoup de choses qui ont été faites aujourd'hui dans les loges, parce qu'on s'arrête jamais de faire des trucs. Mais il y avait une notion en fait qui était super intéressante. On a parlé de, t'as pas encore parlé de ça, de nutrition, d'oxygène et ce genre de choses, mais ce qui est intéressant en fait, c'est que on a des données qui sont sensibles en fait, et
En gros, on peut stresser le modèle aussi, genre lui donner moins de nourriture, moins d'oxygène. Donc en fait, ce qui est assez intéressant pour moi, c'est que on arrive à une espèce de poésie concrète où même dans la terminologie, on est dans le vivant en fait, on n'est pas dans l'imagé. Et moi je trouvais ça super intéressant d'avoir une espèce de logiciel ou une espèce d'outil où en fait on est vraiment en train de faire le jeu de la vie quoi. On est en mode Conway, vraiment. Et là ce qui est impressionnant c'est que, dans mes mots à moi, c'est que l'objet il tourne et il y a pas, c'est de l'aléatoire mais c'est le vivant qui contrôle tout. C'est-à-dire que c'est un objet qui est automatique, qui fait de la musique tout seul. Si on enlevait l'avatar métabolique, ça serait un truc très répétitif. Et là, vous voyez qu'il y a des modulations, c'est pas les trucs qui ont été programmés, c'est parce que le système est en train de répondre et qu'il y a des choses qui changent. Donc forcément, là, données brutes, il a fallu que je fasse de l'arrangement en fait. Ce qui est intéressant, c'est que il faut aussi que moi j'arrive à traduire l'information. C'est-à-dire que, à mon sens, chaque personne qui fait de la sonification de data a sa façon de traduire la musique en fait. C'est-à-dire que si Damien le faisait, ça serait pas du tout le même type de son. Ou la même type de façon de concevoir en fait l'architecture de la traduction des data. Donc là c'est très personnel, mais en vrai c'est pas un truc figé. Donc je vais activer les autres canaux et voir ce que ça donne dans son ensemble. Et après on essaiera de stresser un peu le modèle pour voir ce qui se passe aussi. Ça va tout le monde ? Ouais, je vous ai pas perdu, hein, vous êtes avec moi. Ok, cool. Si vous l'entendez au son, c'est que des fois le système il fait des trucs bizarres. C'est
rythme super régulier. Et puis de temps en temps, ça part sur un truc qu'on n'aurait pas attendu. Ça dénote en fait quelque chose. C'est que le système, quand il est stressé, il lutte. Il pousse, il lutte, il est super contraint. Et paradoxalement, quand on est très contraint, à un moment donné, il va essayer de fuir, il va essayer de s'empêcher, il va essayer de fuir dans un autre fonctionnement. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, on l'entend à l'oreille. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à voir quand on lit les lignes. Par contre, grâce au travail de sonification, on arrive à sentir quelque chose. C'est un peu une expérience de perception qu'on essaye de vous faire partager, mais un système qui est ultra stressé, il a tendance à toujours pousser, à survivre, à survivre, à survivre. Et en fait, la vie va toujours trouver des petits infractuosités, comme dit Jurassic Park. Et en fait, avec ça, on l'entend un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, on a des modèles qui sont en train de représenter comment le système va s'adapter. Et quand on joue sur la pression, inversement, quand on va relâcher la pression et quand on va relâcher la contrainte, on a un système qui va devenir super répétitif, un peu toujours la même chose. Donc ça veut dire qu'un peu en étant sous contrainte, on est capable de retrouver des choses qu'on n'aurait pas analysées autrement. Et donc la sonification nous a apporté quelque chose. Et ça apporte pas mal de perspectives. Je voudrais juste rajouter ce qui a été intéressant pendant la phase de recherche. Je me rappelle avec Gilles, il m'avait proposé de faire un peu de fusing, savoir à quel point en fait mon algorithme avait été pertinent. Parce que à la base, j'adorais faire ça comme travail plastique, c'est faire des algorithmes qui font un peu leur vie et en fait laisser tourner les sons pendant des jours et voir s'il y avait justement des endroits où il y avait des accidents en fait. Et en lui demandant ok, à quoi ressemble cet algorithme dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce qu'il meurt? Et en fait on s'est rendu compte que, et ce qui m'avait séduit dans l'idée, c'est qu'en fait il y avait des moments où en fait, il y avait de l'énergie qui était perdue, si on peut parler d'énergie en tout cas dans l'algorithme, et qui se retrouvait à un moment donné, donc il y avait aussi des émergences. Et en fait on retrouve un peu cette idée-là, ça veut dire que l'écoute doit être assez longue, en fait. Il faut, et c'est presque, c'est pour ça que je parle un peu de musique concrète, parce que là, on est vraiment dans un truc organique où les mouvements, on arrive à les comprendre quand on les écoute vraiment longtemps. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on muscle une oreille, une écoute, et c'est assez surprenant. Et dans mon expérience, ce que j'ai trouvé assez fou, c'est qu'il pouvait y avoir des moments de stabilité. Et à chaque fois que je voulais changer un paramètre, hop, le modèle commençait à changer. Donc je me disais, ouais, comme par hasard. Jusqu'au moment où j'ai même demandé à Gilles, mais il y a une relation avec... Est-ce qu'on est dans une boucle où en fait... il me disait, non, c'est purement le hasard. Donc je trouve ça aussi marrant qu'il y ait à un moment donné un truc qui nous dépasse, où même malgré ça, pourtant c'est ce que je vous disais au début, hein, je cherche la perte de contrôle avec mes outils, et c'est ça que je trouve magnifique avec l'informatique, c'est à un moment donné qu'on est complètement perdu. Et qu'on a l'impression il y a une autre force en fait qui dirige. Là, je retrouve un peu cet esprit-là. On va laisser tourner vite fait et on va voir un peu ce qui se passe. En réduisant un peu les canals MIDI.
En fait, on voulait vous montrer un peu où on en était. C'est un travail en cours. Il y a plein de choses à faire et partager peut-être avec vous un retour d'expérience. Alors, moi, je vais commencer. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant avec cette démarche, c'est qu'on a commencé à mettre du sens derrière des données qui sont très abstraites. On parle ici de choses qui touchent sciences du vivant, sciences informatiques, sciences des données, sciences des modèles. Il y a plein de choses qui sont très compliquées par rapport à des imaginaires, on peut dire, qui touchent plutôt à la biologie. On a plutôt des images, des jolies cellules, des jolis animaux, ainsi de suite. En fait, plus on travaille en sciences et plus on travaille sur des choses qui sont abstraites. Plus on travaille sur des tableaux, des chiffres et des choses comme ça. En tant que scientifique, il y a beaucoup plus de chances qu'on n'ait jamais vu l'objet sur lequel on travaille. C'est quelque chose qui devient un peu une routine. Et ce qui est intéressant avec cette démarche, c'est que finalement, avec Orca, on a commencé à avoir une perception, quelque chose qui commence à être très très difficile à obtenir en sciences. Et mettre une perception, ça veut dire que Orca, ça peut être un pivot pour tout ça. On a réussi à connecter plein de sciences différentes. Et moi, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Et peut-être qu'on peut interpréter différemment parce qu'on arrive à mettre du sens sur des choses qu'on ne perçoit pas, parce que nos sens ne sont pas suffisamment aguerris, en fait. Puis, tu vois, c'est... Ouais, pour moi, le fait de pouvoir comprendre mes outils et essayer justement de les hacker, je trouve ça assez cool. J'ai l'impression aussi d'avoir ouvert un nouveau champ disciplinaire, en tout cas pour moi, sur l'idée de connecter le vivant plus que jamais en fait. Avant c'était par un biais qui était, je dirais même pareil, hein, du hack, mais le vidéo tracking c'était quelque chose, mais il n'y avait pas encore pour moi la possibilité d'avoir vraiment, je dirais, la main dans le soft ou les différents softs. C'était pas aussi parlant, même poétiquement. Et là, on peut imaginer déjà de continuer ce type de collaboration parce que c'est peut-être ce qui manquait pour moi dans le live coding. Alors, après, c'est personnel. C'est le fait d'ouvrir en fait un champ scientifique dans une pratique qui était pas à cet endroit-là en fait. Donc on est vraiment l'idée d'hybridation en fait. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment ce qu'on a réussi à faire, c'était ça, de le déterminer comme ça, de le poser comme ça, et de se dire que peut-être que maintenant avec ça, je vais pouvoir connecter justement la danse, je vais pouvoir connecter la chorégraphie, le mouvement, mais aussi la chorégraphie, travailler avec d'autres personnes, aussi des autres types de collabs, avec d'autres champs scientifiques. Donc ouais, voilà, moi je trouve que c'est ce que ça m'a en tout cas apporté, cette vision-là. Et ouais, donc les perspectives, il y en a plein, et il y en a certaines qui pourraient intéresser certains d'entre vous. Moi je vous encourage peut-être à jouer avec du live coding pour peut-être encoder des choses et percevoir des choses. Enfin, c'est un objet qui peut paraître bizarre au début. Une fois qu'on se met dedans, on arrive à comprendre beaucoup plus de choses. C'est l'informatique, c'est un peu ingrat, mais une fois qu'on s'y met, on comprend beaucoup. Moi, je pousserais vraiment pour généraliser la sonification, pour comprendre des choses. Je ne sais pas, on pourrait imaginer que, bon là, on a fait un avatar, on arrive à entraîner une oreille, et en entraînant cette oreille, on est capable de processer beaucoup plus de variables, de comprendre beaucoup plus de choses. Pourquoi pas imaginer dans le futur des médecins qui vont écouter de la musique, une fois qu'on aura rentré ces données à l'intérieur d'un système de sonification. On pourrait entraîner une oreille pour détecter des problèmes, entraîner l'oreille pour détecter, catégoriser peut-être des catégories catégoriser, ranger des cellules dans certaines catégories, et puis peut-être même comprendre des écosystèmes. En fait, on est capable avec ces outils-là, peut-être que notre cerveau peut se métamorphoser, être capable d'incorporer peut-être une complexité qu'on fait que gratter quand on regarde simplement des tableaux ou des chiffres. Ouais, l'idée du drop, quoi. Quand tu sens un drop dans la musique, et que tu l'anticipes, ouais. Il y a un peu ce truc-là, vous allez pouvoir dropper dans la science. Nice. Puis en gros, avec ça, on peut aussi valoriser, faire un message un peu plus général, donc valoriser le live coding, puis valoriser aussi l'informatique, parce que l'informatique, c'est toujours vu comme un truc un peu derrière un écran. Mais en fait, une informatique, c'est aussi une manière d'avoir des yeux différents pour regarder le monde et essayer de comprendre des choses qu'on n'aurait pas perçues autrement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quelques-unes. Je ne sais pas s'il y a des micros qui vont circuler ou pas. Ah, ouais. Si, ça arrive. Ça arrive pas très vite, mais ça arrive. je plaisante.
Bonjour, merci beaucoup. Est-ce que vous avez de la, je sais pas, publié des choses, des rapports, de la documentation là-dessus ou sur les méthodes de travail ou des, je sais pas, de la... De quelle partie du travail? Le milieu? En fait, les réseaux métaboliques et tout ça, l'analyse, c'est des trucs qui sont scientifiques, donc ça, on le publie. Après, la doc d'Orca, c'est... Tu la trouves aussi sur le site d'Orca, quoi, 100 Rabbit. Ok. Forum aussi. La communauté est assez cool. Après, on n'a pas encore partagé à la communauté ce qu'on est en train de faire, mais ça va venir. Ok, ça marche. Ouais. Ça répond à la question. Merci On beaucoup. l'a fait tout à l'heure. Hein. C'est vraiment tout frais, ça sort du four. Hein. Pour moi, en fait, la sonification, l'étudier, ça me paraît pas instinctif. Du coup, je me demandais, est-ce qu'il y aurait un moyen de transformer le son qu'on obtient en un autre type de données pour qu'il soit plus facilement étudié, justement? Ou c'était tout le but d'avoir... Ah ouais, là, tu rentres encore dans le truc d'après. Ben non, parce que si tu veux, déjà, on simplifie les datas qu'on a, parce que tu as parlé des 5000 dimensions... Non. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de, en fait, il y a beaucoup de données et on a essayé de normaliser pour pouvoir entendre ce qui se passe. Donc déjà, on est déjà en train de simplifier ce qui se passe avec ce type de son, quoi. En fait, dans la partie droite qui est en train de tourner, on était en train de simuler 5000 équations. Et on était capable de résoudre à chaque fois ces 5000 équations. À chaque fois qu'on avait des lignes qui arrivaient, on avait résolu. Et le résultat de cette résolution, on le rebalançait vers Orca. Pas tout, que quelques infos qui nous semblaient... on va dire gérables, pour qu'on puisse les mettre en son. Parce que ce que tu as dû voir au début, en fait, ça peut être du son qui est très simple. Par contre, la beauté du plasticien, pour moi, c'est que NS-DOS est capable d'ajouter de la texture et de travailler ses sons pour faire que des choses deviennent, on va dire, un peu plus élégants à l'oreille. Sinon, c'est des bips, et les bips, ça peut faire peur. Voilà. Mais voilà, c'est pas un truc automatique. Donc, par contre, on peut potentiellement processer 5000 sons. Enfin, voilà, on n'est pas limité, le temps de calcul, il est là. Peut-être après, c'est la limite de l'artiste pour être capable de processer 5000, mettre du son sur 5000 différents. Mais la texture du son, c'est quelque chose qui, moi, à mon sens, pourrait même nous apporter beaucoup plus de choses. Si on était capable d'écouter... En fait, on écoute déjà des patients avec des stéthoscopes. Et pourquoi pas écouter sa génétique? On pourrait faire la même chose comme ça. Salut. Moi, c'est pas une question, c'est plus une requête. Est-ce qu'il y a une deuxième session après de son? Désolé. Parce que je pense que je suis pas le seul à vouloir. Je sais pas, on peut lever la main ceux qui veulent une deuxième session. Yes. Wow, les frères. Ok, ça. Non, mais par contre, on peut, en vrai, on peut faire un off. On a de quoi écouter des trucs en off. Ça, c'est possible. Ça marche. Ouais, plutôt informel, quoi. Bah, je vais venir te voir. Ok, yes. Encore une dernière, ouais. C'est pas une question non plus, mais c'est juste, je suis absolument ravie en fait d'assister à ce moment ce soir et je trouve ça incroyable de lier vraiment l'art et la science et aussi l'informatique. Il y a vraiment j'ai trouvé que c'était vraiment organique en fait et qu'on sentait le vivant et j'adore la musique et quand j'écoute de la musique, effectivement, toutes ces textures, en fait, elles disent des choses différentes. Quand il y a des instruments, quand il y a des manières de mixer, en fait, la musique, on ressent des choses différentes. Et nous qui ressentons, en fait, comment traduire en fait ce qu'on ressent en musique. Et je trouve ça super poétique et j'espère que vous allez continuer comme ça et qu'il y aura des recherches dans ce sens parce qu'il y a tout un monde à découvrir en fait et toutes ces données c'est aller vers nous-mêmes en fait que de pouvoir travailler l'oreille justement pour ces données en fait. C'est super. Merci beaucoup. Merci. Tu as touché le you hit the point. Parce que c'est vraiment ça, en tout cas pour moi, un des défis, c'était déjà c'est un peu du sens musicalement. Parce que faire de la signification de data, c'est assez compliqué. Et surtout de se dire,
moi, mon kiff à terme, là, c'est de pouvoir même danser sur ce genre de musique, tu vois, se dire, en fait, là, on est vraiment en train de faire une espèce de, tu vois, de boucle, en fait. Danser sur la musique qui me représente numériquement, tu vois, c'est un délire. Se dire qu'un jour, ça sera peut-être la musique de votre avatar aussi métabolique, tu vois. Ça ouvre ce genre de choses-là. Et ça ouvre aussi, je pense, un espèce de dogme aussi, de comment on fait de la musique, pourquoi on le fait. Et avec ce genre d'outils, en fait, on ouvre aussi une espèce de vision que je trouve intéressante, qui est... je vous parlais tout à l'heure, parce que je fais exprès de temps d'être un peu provocateur, mais de ce fait d'utiliser des instruments qui sont juste des instruments de consommation, qui ne nous appartiennent pas, en fait, qui appartiennent à faire rouler quelque chose de collectif, certes, mais je trouve que dans le temps, c'est bien d'avoir, on parlait de micro, macro, de se remettre un peu au centre pour pouvoir après retrouver les autres. Je trouve ça assez cool de pouvoir développer ce genre de... Enfin, en tout cas, moi, ça me fait développer ce genre de pensée quand on fait un travail comme ça. Oui, merci beaucoup. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais je voulais savoir si la production musicale qui ressort, puisque c'est de la musique, avait fait l'objet d'une transcription sous forme de partition, solfège, et d'une analyse. Si vous en sortiez des rythmes, des intervalles musicaux, est-ce que vous êtes allé finalement faire la boucle totale pour revenir d'une production musicale au départ numérique et métabolique vers une transcription en solfège classique? Moi, je viens pas du solfège et du classique. Tant pis. Ça veut pas dire que c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est pas ma culture. Moi, je viens du rythme et de la polyrythmie. Donc, si on peut faire une analyse polyrythmique de ce qui se passe, je suis preneur, je kifferais. Je ne sais pas s'il y a des labos qui font ça, mais je suis plutôt dans ce sens-là, de la polyrythmie, le rythme, ce type de langage, quoi. Mais si vous connaissez des gens, moi, je suis chaud. Ah, faut boucler, il faut revenir. Ouais. C'est un cheminement. Moi, j'avais une question à propos de... C'est quoi les contraintes qu'on peut appliquer précisément au niveau de plutôt chimique dans la réaction, où on peut changer aussi des ressources qui existent dans l'environnement de vivant? On peut tout faire. Là, on a fait des tests où on avait pris des vitamines, on avait pris des éléments minéraux qui sont essentiels à la survie. Et donc, c'est ça qu'on injectait dans l'avatar pour le voir réagir. Mais on peut aussi contraindre le système pour l'empêcher de vivre. C'est un truc qu'on n'a pas envie de faire quand on bosse sur des vraies données biologiques. Et on peut tout faire. C'est pour ça que c'est un avatar. On peut vraiment tester beaucoup de choses. C'est un jumeau, on peut analyser. Donc là, on a pris des vitamines, des choses qui sont un peu parlantes. On avait du cholestérol, on avait des éléments comme ça qui étaient derrière. Ça tournait sur le côté, on voyait les réactions qu'on était en train de simuler. Mais on peut être créatif, on peut dire je veux tel ou tel métabolite. Et on peut tester tout ce qu'on veut. Ce qui est marrant, c'est qu'on parlait tout à l'heure on peut tuer le métabolisme. Alors ça fait bizarre comme ça, mais comme c'est de la simulation, c'est là où ça devient aussi amusant, quoi. Mais à un moment donné, on parlait de supprimer l'oxygène, supprimer l'eau et voir comment ça réagit. Donc, ça revient un peu à ça. Quand on est stressé, c'est qu'on a mis une pression, et en fait, on a stressé le système, et puis en fait, il va partir ailleurs. Et le son, on l'entend, c'est ça qui est fou. Et en fait, c'est difficile, nous, de faire un spectacle, parce que quand on le lançait, on n'avait jamais la même chose. Je crois que 2 questions et on est bon. C'est vous qui avez pris du retard, les frères. Ouais, moi j'avais une question, c'était concernant la partie choix que vous faites dans le côté tessiture, ton, son. Là, vous êtes sur des sonorités qui sont assez sombres. Est-ce que, sans aller sur de la salsa ou des choses comme ça, mais est-ce que c'est des choix ou est-ce que c'est généré complètement par l'algorithme? En fait, il va y avoir, je dirais, du drama dans le son. Mais je pourrais mettre des sons de marimba aussi, tu vois. C'est possible. Et ça donnerait encore un autre truc. Parce qu'on a eu ces moments-là où, en fait, on a eu des moments joyeux. Enfin, tu vois, des trucs beaucoup plus... ça dépend, en fait. Et ce qui est ouf, c'est que, déjà, on n'a pas la même chose à chaque fois. Et je peux pas attraper le son et lui dire « Ah, tu seras comme ça ». Parce qu'il peut être autrement, et je peux pas le maîtriser, tu vois. Mais oui, au niveau du timbre, il y a un choix.
Ouais. Après, je dirais rythmiquement, je commence à repérer des choses. Il y a des choses qui se passent que je reconnais, mais par contre, je ne peux pas sélectionner les moments. Voilà. Oui, alors tu parlais d'utiliser l'oreille et le son qui est généré par votre avatar là, pour détecter des choses qu'on n'arrive pas à voir autrement. Est-ce que ça serait possible d'utiliser des algorithmes informatiques pour faire ça peut-être mieux que l'oreille? Ouais, mais c'est moins joli. Ça pose tu veux déjà nous remplacer? Ça va trop vite. Mettre une deuxième boucle derrière. Mettre une deuxième boucle, ouais. Ok, merci beaucoup. On va s'arrêter Merci, là. merci. Ouais, merci.